Bonsoir Joseph Fer, vous avez 33 ans, bienvenue dans Clic. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu jusqu'à l'âge de vos 14 ans dans une secte, la communauté religieuse de Malreverse, qui se trouve dans le département de la Haute-Loire. Elle a été créée en 1972 par des anciens de la communauté secrète parisienne La Famille. C'est une communauté de 3000 membres qui vit en plein cœur de Paris. Vos parents, eux, sont nés dans la secte La Famille de Paris. Qu'est-ce qui différencie la communauté de Malreverse de la secte La Famille? Ça va être essentiellement le judaïsme. Voilà. Malrevers a mélangé, en plus des croyances de la famille parisienne, une grosse dose de judaïsme dans leur Alors, en quoi pratique. croient les gens de la communauté dont vous avez fait partie? Ils croient, ils se croient investis d'une mission, en fait, si vous voulez, où il s'agirait de convertir les Juifs à Jésus. Voilà. D'accord. En partant du principe que Jésus étant le premier des chrétiens, de naissance est juif, donc les deux religions ont une base commune et voilà, ce sont les juifs qui, d'une certaine manière, ont tué Jésus, donc il faut les convertir et les faire revenir, on va dire, sur le droit chemin, on va dire, d'une certaine façon. C'est un petit peu simplifié, mais la base de leur croyance, c'est ça, et c'est des personnes qui sont millénaristes, qui croient à la fin des temps, à la fin du monde, qui adviendra le jour où les Juifs reconnaîtront Jésus. Donc je rappelle que c'est les croyances d'une secte et il y a un homme à la tête de cette secte. C'est un gourou, c'est qui? À l'époque où j'y étais, il s'agissait... Enfin, j'en ai connu deux. J'ai connu deux dirigeants. Dans le reportage qu'on a pu voir sur Pardaillan, à l'époque, c'était un certain Vincent Thibout. Ce Vincent Thibout, lorsqu'il a fondé Malrevers, après Pardaillan, a été remplacé par un certain Albert Thibout, qui lui-même a été remplacé par un de mes oncles qui s'appelle Joël Fer. Contre qui vous avez porté plainte? Contre qui j'ai porté plainte et contre qui, surtout, il y a déjà eu une procédure qui a été terminée et jugée en 2008 et sur laquelle il a été condamné, et définitivement condamné pour violence habituelle sur mineur. D'accord. On va en parler dans un instant. Vous êtes donc né à Malrevers, vous êtes le premier enfant à naître dans cette secte. Et dans cette secte, les enfants sont séparés de leurs parents dès leur plus jeune âge, 1 an ou 2 ans. Tous les enfants vivent ensemble à la nurserie. Les parents et leurs enfants ne se voient qu'une fois par semaine lors d'une cérémonie religieuse. Aucun parent n'élève leurs enfants. À quoi ressemblaient vos journées et ça donne quoi comme enfance? Eh bien, ça donne une enfance... en fait, si vous voulez, ils se sont inspirés d'un mode de vie qu'on peut retrouver dans des kibboutz. Et effectivement, ce mode de vie, les enfants vont être élevés en commun. Après, ils se sont un petit peu arrangés, ils ont pris des raccourcis avec leur mode de vie. En soi, nos parents, on ne les identifie pas, on ne les connaît pas. Nous avons, au niveau des adultes, toutes les femmes, ce sont des tantes, tous les hommes, ce sont des oncles. Et voilà, on a en signe de respect, quand on s'adresse à un des adultes, on dit mon oncle ou ma tante, voilà, qui que ce soit. Nos parents, on les identifie, on sait qui c'est, mais ils n'ont pas de... hormis le fait que ce sont nos géniteurs, ils n'ont aucun rôle ni éducatif, ni présent au quotidien. Et donc les journées, après... Ni affectif. surtout pas affectif. À quoi ça? C'est surtout pas affectif. Si je vous demande un souvenir d'enfance, vous pensez à quoi en premier? Je pense à quoi? Je pense à la cave. C'est le premier mot qui me viendrait à l'esprit. La cave étant un endroit où les enfants étaient parfois enfermés dans le noir. Il n'y a pas besoin de préciser la peur un peu irrationnelle du noir que chaque enfant a et qui a été exploitée et surexploitée dans cet endroit-là, du moins à l'époque où j'y étais. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est surtout la peur, en fait. On est dans un endroit où on ne sait jamais comment se comporter. En fait, dans ce genre de lieu, mais c'est également valable pour les adultes, tout est fait pour bannir toute forme de spontanéité. Si on est trop joyeux, ça peut être dangereux parce qu'on va
se laisser aller, peut-être à crier ou à rire, et ça va être mal interprété, ça va être mal perçu. Mais si on laisse voir une certaine, un certain abattement ou une certaine tristesse, ça va également aussi être mal interprété. En fait, on ne sait jamais quoi faire, comment le faire et avec qui le faire. Donc, on est des personnes qui... On devient un petit peu comme des robots, en fait. On intériorise beaucoup. En France, l'école est obligatoire. Il y a un moment où vous avez dû aller à l'école. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous avez vu des enfants qui ne faisaient pas partie de la secte? Oui. Qu'est-ce qu'on leur raconte? Qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Comment on se définit? Comment on se comporte? En fait, quand je suis rentré en 6e, j'avais pour consigne de ne pas me mélanger avec les autres enfants. Donc, en soi, on ne leur raconte rien. La façon dont on a grandi, en fait, on est des machines à fabriquer des têtes de Turcs. Hein. Voilà, c'est très simple. Les enfants détectent facilement qu'il y a quelque chose qui cloche un peu chez nous. Donc, on se fait un petit peu martyriser. Hein. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. Et surtout, en fait, il nous encourageait à faire de cette différence qui était mal perçue par le monde extérieur comme une force, une certaine façon de dire ils savent pas ce qu'ils font, eux qui ne sont pas croyants. Mais est-ce que vous enviez la vie des enfants normaux qui n'étaient pas dans la secte? À l'époque, non. À l'époque, non, parce que je suis totalement, je crois à ce qu'on m'a inculqué. Et effectivement, je me dis que il y a aussi, un fossé entre les personnes qu'on côtoie et la façon dont on a été éduqué. On ne se reconnaît pas dans la façon qu'ont les personnes de s'exprimer entre elles. Aujourd'hui, maintenant, les dialogues entre jeunes ont encore évolué, mais quand j'étais au collège, il y avait déjà... les jeunes ont un dialogue entre eux. D'autant que votre communauté a son propre langage. Oui, tout à fait, voilà. Mais tout ce qui était des enfants mots qui d'argot. discutent... Voilà, Les mots d'argot des jeunes, des expressions, vous ne pouviez pas les utiliser. Et donc, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas, effectivement, on ne pouvait pas les utiliser. Il y avait aussi un décalage vestimentaire. On n'avait pas le droit de se coiffer, on ne choisissait pas nos habits. On se retrouvait dans une cour d'école en plein mois de janvier en short, quoi. Forcément, ça se remarque auprès des autres enfants, ce genre de choses. Vous dites que le mécanisme principal, c'est celui de l'emprise, Sama. C'est quoi l'emprise? Comment ça fonctionne, un tel niveau d'emprise pour faire partie d'une secte? L'emprise, c'est celle des adultes. Les enfants, ils suivent leurs parents, ils suivent les normes qui les entourent. Après, l'emprise, c'est un phénomène qui finit par... En fait, on confond nos propres croyances avec ce qui est inculqué par une personne qui a une influence sur nous-mêmes. Donc, en fait... On est tous sous emprise de beaucoup de normes sociétales et là, c'est juste que ça se réduit à une communauté avec des croyances que vous ne partagez plus. Il se passe quelque chose, à l'âge de 14 ans, vous et vos parents, vous êtes renvoyés de cette communauté. Sur le moment, vous êtes en colère et vous dites que vous l'avez vécu comme une injustice. Pourquoi est-ce qu'on vous a renvoyé? Eh bien, en 2003, il se trouve que j'ai l'un de mes cousins qui a été placé en urgence à l'aide sociale à l'enfance parce que j'ai un an d'écart avec lui, il était en pension et des surveillants ont remarqué des traces de coups sur lui. Il y a eu un signalement qui a été fait et il a été placé, voilà, placement d'urgence. Donc, très rapidement, la communauté s'est sentie en danger et ils ont voulu se préserver des potentielles suites de cette plainte. Ils savaient pertinemment qu'il y allait y avoir une enquête, des gendarmes qui seraient venus, etc. Et disons qu'ils ont voulu faire le ménage un petit peu avant. Voilà. Comment est-ce qu'on vit comme une injustice le fait de sortir d'un endroit où vous avez été battu, vous avez été violenté, vous avez été humilié? Comment on vit le fait de sortir de ça comme une injustice? Déjà, d'une part, c'est la raison pour laquelle j'ai été écarté. En fait, j'ai vécu comme une injustice le fait qu'on me dise si on a des gendarmes qui viennent te poser des questions, on ne te fait pas confiance, tu vas en gros nous mettre dans la merde, donc on t'éloigne. Alors que ça peut paraître un peu schizophrénique, hein, mais on a un fort attachement envers ces personnes-là, en fait, et ils ne seraient pas venus à l'idée d'aller leur causer du tort, hein. Tout comme mon cousin à l'époque, même s'il a été placé, c'est, on va dire, des traces de coups qui se sont vues sur lui par accident, mais sa première intention n'aurait pas été de le faire de lui-même.
Est-ce que vos parents, quand vous êtes sortis de là, vous avez des frères et sœurs? Oui. Est-ce que vous avez reparlé de ça avec vos parents, vos frères et sœurs? Ah oui, on en a reparlé. Parce que vous les avez quasiment pas connus, vos parents. Non, je ne les ai pas connus et c'est ce qui fait que ça a été compliqué lorsqu'on est parti parce que dans un premier temps, il y a ce sentiment d'injustice, on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Et après, dans un deuxième temps, il y a cette découverte du monde extérieur. Pour dire un petit mot sur mes parents, il faut se rendre compte d'une chose. À l'époque où ils partent, ils ont 35, 36 ans. Ils ont connu que la communauté. On les a forcés à démissionner, parce qu'il faut savoir que les personnes là-bas travaillent au sein même de la communauté. Ma mère, d'ailleurs, n'étant que très peu déclarée. Ils ont une méconnaissance du monde tout court, même du monde du travail. Donc, quand on leur demande de partir, on leur fait signer une démission. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ce qui veut dire qu'ils n'auront pas le droit au chômage. Et ils ont découvert le monde du jour au lendemain. Il fallait qu'ils fassent des courses. À 36 ans, ma mère ne sait pas ce que c'est que de remplir un chèque, par exemple. Mais on ne sait pas ce que c'est que de payer son loyer, que de gérer un budget, que d'emmener ses enfants à l'école, que de payer un ticket de bus. La méconnaissance du monde, elle va jusqu'à ce point-là. Et vous, comment est-ce que vous avez réussi à vous reconstruire? Elle ressemble à quoi votre vie maintenant? Votre vie personnelle, votre vie professionnelle? Aujourd'hui, je suis pacsé, j'ai mon travail. J'ai une vie qui est assez banale. On essaye de se reconstruire comme on peut. Pendant longtemps, j'ai voulu mettre ça, on va dire, de côté. On essaye de ne pas y penser. Moi, j'ai été beaucoup, on va dire, dans la négation, en fait. J'avais pris mes distances avec mes parents et avec tout ça pendant de longues années. Je me suis noyé dans diverses activités. Étant plus jeune, j'ai eu des phases qui étaient un petit peu compliquées. Après, ça a été beaucoup le travail. Faire des choses, en fait, qui m'occupent l'esprit et qui font qu'arrivé le soir, je m'effondre, je dors et le lendemain, je me lève, je recommence et surtout ne pas penser. Voilà. Vous arrivez à être heureux de temps en temps? Ou les traumatismes sont trop puissants? Oui, j'arrive à être heureux. J'arrive à être heureux de temps en temps. Après, on peut pas, on peut pas oublier. J'aimerais oublier. Je me suis laissé dire d'ailleurs que pour certains là-bas, ils avaient l'oubli facile, puisqu'il n'y a pas plus tard que 4 mois, j'ai entendu dire au sein d'un tribunal. Parce que depuis que je commence à parler, il y a eu une plainte en diffamation, je le précise, ils ont perdu. Mais voilà, j'ai entendu dire que ma parole dérangeait parce qu'eux, de leur côté, ça fait 20 ans, donc on passe à autre chose. En tout cas, je tiens à le dire, moi, personnellement, je n'oublie pas. Vous avez un courage formidable de venir à visage découvert parler. J'espère que ça pourra aider des gens qui sont dans ces situations-là. Qu'est-ce que vous pourrez vous dire pour aider des gens qui nous regardent, qui sont dans ce genre de communauté pour s'en sortir? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Pour refaire le lien avec l'emprise psychologique dont il a été parlé, je ne suis pas expert dans toutes les communautés, mais le problème, en fait, d'où je viens, c'est vraiment l'impossibilité de penser par soi-même, en fait, justement, de par cette emprise psychologique. Donc, le retrait total du libre arbitre, la négation de ce qui fait un être humain. Et le conseil que je pourrais donner, c'est justement de s'ouvrir un maximum, justement, au monde, essayer de retrouver cette humanité, qui, pour moi, avec sa propre manière de penser, en fait. Je pense, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, c'est retrouver cette capacité qu'on a de réfléchir par soi-même, de s'exprimer par soi-même, de penser par soi-même, et qui est pour moi la meilleure façon de balayer toute cette emprise qui a été faite sur nous. Pauline, comment on fait? Qu'est-ce que prévoit la loi? Oui, parce que quand on vous entend, on se dit que peut l'État finalement dans cette situation? Est-ce qu'on a le droit d'être défendu? Oui, évidemment, la seule difficulté, c'est qu'on a du mal à définir aujourd'hui ce qu'est une secte, au même titre qu'on a du mal à définir ce qu'est la religion, parce qu'il y a un truc de liberté, un principe, de liberté de conscience en France, et que du coup, c'est très difficile. Néanmoins, il y a quelques éléments que nous donne
un organisme qui s'appelle la MIVILUD, la Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, notamment la déstabilisation mentale, la rupture avec l'environnement d'origine, les atteintes à l'intégrité physique et autres choses que vous avez évoquées. Évidemment, en dernier recours, de toute façon, allez voir la gendarmerie et un juge, c'est du ressort de la justice. On peut aussi se rendre sur le site de MIVILUD et surtout une association qui fait un travail remarquable, l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime des sectes. Surtout, n'hésitez pas si vous êtes dans cette situation. Merci beaucoup, Joseph R.